Les Flamands parlent des Flamands. Radio Flandre, plus proche ensemble. Bonjour et bien sûr Radio Flandre aujourd'hui, donc nous sommes en compagnie de Cédric Sokolowski. Alors cette émission, cette interview fait partie, c'est le troisième volet en fait des deux précédents que vous avez entendus sur les personnes dites à haut potentiel. Alors tout d'abord Cédric, bonjour. Bonjour Pierre, merci de m'accueillir. Merci d'être venu virtuellement. C'est le lieu commun en ce moment, effectivement. Voilà. Donc en fait, je vais te demander un petit peu de te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas. D'accord, ok, sans souci bien sûr. Donc je suis Cédric Sokolowski, donc j'ai 44 ans. Moi je suis directement concerné par le sujet du haut potentiel parce que j'ai été testé à l'âge de 7 ans. Donc dans les années 80, et contrairement à beaucoup de parents qui découvrent leur haut potentiel par l'intermédiaire de leurs enfants, moi on l'a découvert avant mes parents. Donc à une époque où effectivement j'avais eu un test de QI et on ne savait qu'en faire à l'époque. Mmh. Donc imaginez effectivement la colère de mes parents venant faire un test et n'ayant aucune réponse. Donc voilà, et je l'ai mis plus ou moins de côté jusqu'à l'âge de 40 ans, où tout simplement suite à des psychothérapies, psychanalyse et j'en passe, ça m'est revenu en tête en me disant mais au fait, tu avais eu un test à l'époque et j'en ai parlé à mes parents et effectivement c'est revenu d'un seul coup comme un éclair. Et c'est à partir de ce moment-là, effectivement, où je me suis vraiment intéressée à ce fonctionnement-là. J'ai passé des formations, du coup, d'accompagnement et notamment pour devenir psychanalyste, donc j'ai mis du temps. Ouais. Et j'y suis parvenue, bien évidemment, et aujourd'hui, j'accompagne les personnes à haut potentiel dans toutes leurs dimensions, que ce soit personnel, professionnel, sentimental, pour les aider à évoluer, à comprendre leur fonctionnement. On peut dire que je suis un technicien du fonctionnement potentiel. D'accord. Donc, alors ce haut potentiel qu'on a évoqué donc en compagnie de Marilyn Stenger et également d'Hélène Marcelli, Oui. on s'est rendu compte que finalement c'est quelque chose, dans le cas par exemple de Marilyn, on a entre guillemets diagnostiqué un de ses enfants, enfin un premier d'abord, et puis ensuite il s'est avéré que les autres avaient suivi le même chemin. Mais on lui a asséné un petit peu ça comme un verdict, quoi, en lui disant oh là là, ma pauvre dame, votre enfant est. Il est vrai que si on parle de diagnostic, bien évidemment qu'on fait référence à une maladie. Exactement, oui. Donc, je voudrais juste effectivement parler de ça plutôt comme une détection, quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la maladie. Et que ce soit bien clair, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'un fonctionnement humain différent, je dirais. Plutôt qu'autre chose, ça ne rentre pas dans le DSM, bien évidemment, dans tous les troubles comportementaux psychiatriques. On est vraiment sur un fonctionnement particulier avec des engrenages, des rouages totalement différents. Et je dirais que la première chose qui différencie un potentiel d'une personne autre, c'est son intensité, que ce soit cérébrale et émotionnelle. Voilà, alors donc justement, si tu pouvais nous définir un petit peu les critères, parce que le haut potentiel, c'est on peut dire un mode d'emploi différent, c'est un mode de fonctionnement différent. Exactement. Et on va parler effectivement plus de technique, plus que de maladies, troubles comportementaux, etc. Voilà. Alors avec Marilyn ainsi qu'Hélène, on avait déjà un petit peu évoqué ça auprès notamment des parents qui potentiellement peuvent avoir des enfants dits un peu turbulents ou bref un peu hors normes. Alors effectivement, il y a une assimilation dans l'opinion publique qui est malheureusement qui existe entre l'hyperactivité, c'est-à-dire des enfants insupportables parce qu'ils sont pas gérables, et justement les enfants à haut potentiel. Alors je pense qu'il faut bien répéter que le haut potentiel n'a rien à voir avec l'hyperactivité. Alors, ça n'a rien à voir, sauf que finalement le résultat a la même caractéristique, si vous Voilà. voulez. La particularité fondamentale d'une personne, qu'elle soit enfant ou adulte, ça ne disparaît pas, on est comme ceci. C'est effectivement, si on le cadre sur une seule chose à faire, bien évidemment il va en découler des troubles
déficitaire de l'attention, ce qu'on appelle le TDA ou le TDAH avec hyperactivité. C'est-à-dire que, comme je pense que Hélène l'avait précisé, il s'agit effectivement d'un schéma cérébral totalement différent qui est multicanal. Et donc, du coup, le fait que ce soit multicanal, ça nécessite d'avoir une activité multipotentielle, je dirais, ou multi-activité. C'est-à-dire qu'un enfant à qui on vient demander de se concentrer sur une seule chose, automatiquement, eh ben, il va devoir faire une deuxième chose pour se concentrer sur la première. Et ça, c'est une des particularités. Et c'est pour ça qu'on dit beaucoup que les enfants au potentiel ont un trouble déficitaire de l'attention avec de l'hyperactivité, ou sans d'ailleurs. Eh bien, ça en découle, mais ce n'est pas diagnosticable comme ceci, si vous voulez. Un enfant qu'on accompagne en faisant un dessin en même temps qu'il va écouter un cours, c'est un enfant qui va écouter son cours. C'est son modèle d'apprentissage, et ça, c'est important à comprendre. Ouais, c'est une forme de méditation aussi, de dessiner. Moi, ça m'arrive souvent de faire des petits graffitis, des machins comme ça, pendant que je réfléchis à quelque chose, et ça m'aide à clarifier largement le sujet sur lequel je suis en train de travailler, quoi. Exactement, c'est-à-dire que le haut potentiel a un schéma cérébral multicanal, c'est-à-dire qu'il ne fait pas qu'une seule chose en même temps, il en fait plusieurs. D'ailleurs, il pense à plusieurs choses en même temps, en arrière-pensée, en avant-pensée, et ça c'est très particulier effectivement, et c'est aussi pour ça que dans sa vie, il est multitâche, multipotentiel, qu'on dit de lui qu'il ne sait pas se concentrer, qu'il termine rien, et tout simplement il fait plusieurs choses en même temps, et c'est comme ceci qu'il doit se vivre. Et je peux vous assurer que quand on accompagne les personnes dans ce mode de fonctionnement avec ces caractéristiques-là, et qu'on l'accompagne à faire plusieurs choses en même temps, parce qu'il est comme ceci, tout trouble déficitaire de l'attention disparaît. Voilà. Alors justement, on parle d'accompagnement. Donc ces enfants-là, alors primo, il faut se rendre compte de la situation. Alors pour ça, bon, on a évoqué là le test de QI. Bon, tout le monde ne passe pas forcément un test de QI. J'avoue que c'est un petit peu aussi controversé parfois, ou que c'est fait un peu à la légère. Mais néanmoins, quand on est face à un enfant qui est effectivement un enfant, moi-même, ça peut même être un adulte, parce que ça peut se révéler plus tard. Mais quand on voit des gens qui sont un peu multitâches comme ça, sans arrêt, ce qui devient finalement un peu agaçant pour certains. Oui, on va dire qu'ils sont un peu pénibles, quand même. Alors, j'ai fait juste une parenthèse. Il n'y a pas que des enfants qui sont multitâches et qui bougent sur leur chaise. Il y a aussi des enfants qui fonctionnent très bien, hein, qui ont la capacité ou qui ont eu par nécessité l'obligation de se couper de leur émotionnel. Donc, du coup, ils sont dans les clous. Ceux-là, ils se révéleront bien plus tard. Ouais. Et donc à ce moment-là, si on est face à un enfant qui a ce genre de comportement, on parle d'accompagnement, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de sensibilisation dans les structures scolaires habituelles par rapport à ce type j'allais dire, de phénomène, entre guillemets, je mets des grandes guillemets. Et donc, il est à ce moment-là, et c'est peut-être là où à ce moment-là tu interviens, pour justement accompagner les gens là-dedans et leur faire un petit peu assimiler ce qui est en train de se produire. Simplement, alors l'éducation nationale quand même a des programmes qui vont de mieux en mieux, si vous voulez, par rapport à la connaissance qu'ils ont, et il y a des choses qui sont appropriées, je dirais. En revanche, ce qui est important à comprendre, c'est que pour accompagner une personne à haut potentiel, il faut connaître le fonctionnement. Ce ne sont pas que des caractéristiques, c'est surtout des rouages, comme je disais tout à l'heure, et un engrenage qui fait qu'effectivement il fonctionnera bien. Et pour cela, il faut bien le comprendre. Alors, les choses avancent. Déjà, on parle aujourd'hui de ce fonctionnement particulier qui est le fonctionnement au potentiel, c'est déjà beaucoup. On avance pas à pas sur ces connaissances-là, et notamment sur les connaissances du fonctionnement. Bien sûr que je fais partie de personnes aujourd'hui qui sont capables d'accompagner les personnes à haut potentiel parce que j'en connais les fonctionnements et tous les engrenages que j'ai démontés un à un pour comprendre comment ça fonctionne. Bien sûr, et ce qui est important, c'est qu'il faut vraiment connaître ce fonctionnement-là pour ne pas créer d'autres problématiques supplémentaires, parce que c'est un fonctionnement si particulier et si précis que du coup, faut pas se tromper.
Ouais. Alors justement, les enseignants, c'est peut-être d'abord vers eux qu'il faut se diriger en essayant tout au moins de leur donner un décodeur, de manière à ce qu'ils puissent assimiler ces comportements qui peuvent leur paraître un peu choquants par moment. Mais Mais oui, je pense que le mieux pour les enseignants, c'est de savoir déterminer dans un premier temps. Savoir se dire et se poser la question, tiens, est-ce que je n'aurais pas en face un jeune qui, par sa suradaptation, ou alors par sa non-adaptation au système comme il est fait aujourd'hui, est-ce que justement je ne serais pas face à un enfant au potentiel ou pas, attention, hein, tout enfant ouais. turbulent n'est pas au potentiel et tout potentiel n'est pas turbulent. Hein, il s'agit vraiment de bien comprendre ça et bien sûr que de transmettre une connaissance à des personnes qui ne l'ont pas aujourd'hui permettrait de sauver finalement un parcours scolaire qui souvent, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, est fait de grosses embûches et les décrochages scolaires souvent est au rendez-vous. Ouais, c'est certain que tout type de programme scolaire, entre autres, mais n'est pas justement adapté à des gens qui vont avoir besoin de dévier. Alors, oui, ça c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, le schéma d'apprentissage et d'intégration des données, des informations pour un enfant tout à fait classique existe et il fonctionne, même si c'est pas idéal, ce ne sera jamais idéal. Mais ce qui est important à comprendre, c'est qu'un enfant au potentiel, lui, il a besoin de deux choses. Mhm. Deux choses fondamentales, c'est de nourrir et son intelligence cérébrale et son intelligence émotionnelle. C'est-à-dire qu'il a besoin qu'on lui explique ce qu'on fait et il a besoin de mettre dans la matière, c'est-à-dire d'expérimenter ce qu'on lui dit, sinon il n'intègre pas et là ça crée de l'angoisse. Ouais, et il faut L'angoisse aussi. est tout à fait relatif à ce schéma d'apprentissage qui n'est pas respecté. Ouais, je pense qu'il faut aussi, compte tenu de cette sensibilité qu'on évoquera un petit peu tout à l'heure, mais justement s'adapter et expliquer, parce que en fait, les programmes scolaires actuellement sont ainsi faits on ne motive pas ce qu'on est en train d'enseigner. On dit simplement, bon ben voilà, c'est au programme, il faut donc l'étudier, point barre. Bon, et je pense que Mais les un gens, enfant au oui, potentiel est un enfant qui saura tout intégrer à condition qu'on respecte son schéma d'apprentissage. mhm, C'est-à-dire, à partir du moment où on lui parle dans son langage, il est capable d'absolument tout, comme tout enfant. Et il est capable d'évoluer. Et c'est là où c'est intéressant parce que son intensité, du coup, et son potentiel est exploité. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les institutions parce qu'on est au démarrage d'une connaissance particulière, que les enseignants sont toujours de bonne volonté à vouloir aider leurs enfants. Et ils sont là aussi pour ça, hein, à transmettre des choses. Et s'ils n'ont pas et ils ne peuvent pas l'inventer, s'ils n'ont pas ces informations-là, ils ne peuvent pas le savoir et donc pas l'appliquer. voilà. Est-ce qu'il existe actuellement des gens en fonction, des sensibilisations ou des formations carrément des enseignants? Oui, oui. Ah, Après, je peux pas en parler. Je ne fais pas partie effectivement de ce milieu, mais effectivement on avance sur le sujet. Mais ce que je viens de vous dire est très important parce que l'échec scolaire est souvent au rendez-vous chez le potentiel, et on pourrait imaginer qu'une personne dite au potentiel ou surdouée, comme on peut le dire parfois, ça vient contrarier le terme de dire qu'un enfant en échec scolaire est un enfant surdoué ou inversement. Oui, c'est que tout simplement les choses ne sont pas encore faites de cette façon-là, et c'est important que les formations prennent ces informations auprès des bonnes personnes. ouais. Alors on évoquait tout à l'heure la sensibilité, voire même carrément l'hypersensibilité, parce que Oui, les hauts potentiels sont pas seulement hauts potentiels dans le pouvoir de, j'allais dire, d'apprendre ou de comprendre, mais ils sont également dans le pouvoir de ressentir. en fait, oui, c'est une des particularités de ce fonctionnement-là, c'est d'avoir euh, une intelligence cérébrale intense, comme on l'a dit tout à l'heure, avec multicanal, mais aussi, et c'est fondamental ça, de l'entendre, que l'intelligence émotionnelle qui est composée de l'hypersensibilité et de l'hyperémotivité est aussi intense. Et c'est vrai que c'est quelque chose, aujourd'hui, on a très peu de connaissances à ce sujet. Euh, il est important de le comprendre, c'est-à-dire que lui, il fait partie des personnes qui est intense dans tout, et son hypersensibilité en fait partie. Et souvent, il le subit parce qu'il ne la connaît pas. Alors que c'est un outil extraordinaire d'avancement, d'évolution, que de venir comprendre son hypersensibilité et son hyperémotivité pour être soi, déjà, et puis pour que ce soit un outil
chez le potentiel, on constate une chose, c'est que tout ce qu'il subit est finalement un outil qu'il ne connaît pas. Ouais. Donc à ce niveau-là, il y a non seulement un mode d'emploi différent, mais il y a également donc cette hypersensibilité, c'est quasiment une vulnérabilité. Tant que ce n'est pas compris et que ce n'est pas utilisé à bon escient et que c'est subi, bien évidemment que c'est une problématique forte qui fait que l'enfant ou l'adulte, on est sur les mêmes modèles, enfants et adultes qui ne se connaissent pas, du coup subissent leur fonctionnement et donc du coup sont dans une perte de repères et d'identité. Et alors justement, ces gens qui sont hyper, parce qu'on peut parler des adultes aussi, qui sont donc hypersensibles, qui ressentent très intensément les choses, qui ont tendance à avoir une pensée qui galope et donc qui va peut-être aussi, pour leur desservir, c'est le cas de le dire, mais interpréter peut-être des choses de manière très multiple. Bon, ces gens-là, comment ils peuvent vivre avec ça? D'abord, il faut en avoir conscience, et ensuite, comment on peut gérer ça? Alors en fait, il faut tout simplement faire appel à une personne qui connaît ce fonctionnement-là en tant qu'expert pour guider la personne dans la connaissance de soi et dans la connaissance de son soi profond, dans ses fonctionnements. Un garagiste est une personne qui connaît toutes les pièces d'une voiture, une personne comme moi, qui effectivement connaît ce fonctionnement avec précision, est un garagiste du potentiel. Je dirais qu'on vient démonter la personne, comprendre effectivement de quoi elle est constituée et de nommer chaque pièce en lui pour qu'il puisse l'utiliser. Donc ça, c'est important d'aller chercher les bonnes informations auprès des bonnes personnes. Souvent, cette personne-là sera au potentiel, bien sûr, dans cette compréhension parfaite de son fonctionnement, et il sera guide dans le fait d'accompagner la personne à se connaître. Le principal pour le potentiel, c'est se connaître. Ouais. Alors là, on vient d'évoquer le fait que les gens qui peuvent aider sont souvent eux-mêmes au potentiel, mais est-ce que c'est pas quelque part un peu une forme de, j'allais dire, presque de ghettoisation, dans le sens où on se dit, bah, il y a qu'un HP qui peut comprendre un HP, quoi. Alors, comment je vais exprimer ça? C'est vrai que quand il s'agit des animaux, on comprend, mais c'est vrai qu'une girafe, ça parle pas bien à un crocodile. Mais c'est une image un petit peu forcée pour bien comprendre. Mais il ne s'agit pas de ghettoiser, il s'agit à un moment donné de faire appel aux bonnes personnes pour que la personne puisse retourner dans ce monde en étant à l'aise. Il ne s'agit pas de séparer les gens entre eux. Moi, je ne fais pas partie de ces personnes qui considèrent qu'il y a une enclave de haut potentiel dans ce monde, mais plutôt venir comprendre la personne pour qu'elle puisse comprendre comment justement ce monde est fait, avec les codes, tout simplement pour qu'elle puisse naviguer avec aisance. Oui, parce qu'il y a un phénomène presque j'allais dire, de paradoxe entre le fait d'avoir des capacités, des potentiels justement très larges, et puis d'être bridé justement à cause de cet hyperdéveloppement, parce qu'on a parallèlement cette hypersensibilité qui vient un petit peu fiche la pagaille dans tout ça. Oui, parce que tout le monde ne comprend pas, parce que tout le monde ne l'est pas, et puis c'est aussi compliqué parfois de parler un autre langage. Le potentiel, on va dire que il a un langage qui lui est propre, qui est d'une précision rare. Il est multicanal, donc effectivement, il est assez peu compréhensible. Donc c'est aussi ça. Et puis l'intérêt, c'est de venir aller dans les deux sens, c'est-à-dire sensibiliser les personnes à ce fonctionnement-là. Déjà dans un premier temps pour dire que ça existe et que ce n'est pas un fantasme. Et puis de faire comprendre au potentiel qu'il y a aussi un autre fonctionnement qui est le fonctionnement classique. C'est aussi dans les deux sens. Tout le monde a la possibilité aujourd'hui, avec ces techniques de fonctionnement et les outils qu'on peut mettre en place, de venir se vivre très correctement dans ce monde. Ouais, il faut que la girafe apprivoise le crocodile et réciproquement, quoi. En fait, les animaux, ils le font très bien. Ils connaissent leur environnement, ils savent déterminer le fonctionnement des autres parce qu'il y a un aspect physique. Souvent, il semblerait qu'on ait tous la même forme et que tout simplement, on a des fonctionnements différents et je dirais qu'aujourd'hui, on en détermine 2 et demain, il y en aura peut-être 4. Je dirais, il y a ça aussi. Il y a autant, quelque part, il y a autant de fonctionnements qu'il y a d'êtres humains. On a
a tous un petit peu notre manière de penser. Simplement, là, c'est une capacité qui est légèrement différente, un mode de raisonnement qui est un peu différent aussi. Mais tout ça, ça doit effectivement s'apprivoiser pour pouvoir faire partie réellement, entre guillemets, de cette société. Exactement, et puis on a tout intérêt d'ailleurs à le faire, on a tous à apporter aux autres, les uns des autres. On est ici tous pour effectivement fonctionner ensemble et faire avancer les choses. Bon, on est dans une période où on s'en rend bien compte que finalement l'apport qu'on a envers les autres, c'est ça. Et faire comprendre le fonctionnement au potentiel à des personnes qui ne le seraient pas ou qui ne le sont pas ou pas découverts, c'est aussi venir faire comprendre à certains qu'ils le sont. Aussi, c'est de la sensibilisation. Et puis des personnes qui tout simplement le sont pas, mais qui permettraient de comprendre que ça existe. C'est pas parce qu'on ne sait pas que ça n'existe pas. Ouais. Et donc, on en revient en fait, justement, cette prise de conscience. Donc, pour détecter ou être, on est à une époque là actuellement où on fait passer des tests à tout le monde, mais c'est des tests avec des cotons-tiges. Mais là, existe-t-il autre chose que le QI où il faut passer absolument par un test de QI? Et si oui, fait par qui? Alors, il y a deux choses. Ouais. Aujourd'hui, il existe le test WISC 5 pour les enfants, les jeunes, et le WAIS 4 pour les adultes, qui est un test, ce qu'on appelait auparavant communément et qui a évolué aujourd'hui, le test de QI. Ce test-là vient mesurer l'intelligence cérébrale. Comme j'ai pu le dire tout à l'heure, il n'y a pas que l'intelligence cérébrale qui est à mesurer chez un potentiel. Il y a aussi son intelligence émotionnelle, qui est évidemment 50% de son fonctionnement. Je dirais que malheureusement, si on détermine qu'un QI, eh bien on va trouver le potentiel partout, parce que des gens intelligents, il y en a partout. Par contre, ce n'est pas révélateur d'un fonctionnement, c'est révélateur d'une intelligence cérébrale uniquement. Donc, moi, je pratique la détection, c'est-à-dire que je viens comprendre le fonctionnement de la personne par rapport à ces caractéristiques-là. Donc voilà ce que je pratique. Évidemment, aujourd'hui, on avance sur le sujet. C'est vrai qu'il y a pas mal de psychologues qui font qui font passer le test WAIS ou WISC, qui reviennent un petit peu de ce fonctionnement-là. Aujourd'hui, c'est le seul outil connu et officiel pour pouvoir déclencher pour les enfants au potentiel un accompagnement particulier. Donc je pense que c'est important de comprendre que ça répond quand même à un vrai besoin dans un premier temps, et ça ne dit pas comment fonctionne la personne, ça c'est sûr. Ça détermine, mais ça ne dit pas comment elle fonctionne. D'accord. Oui. Donc ces gens à haut potentiel, il faut un petit peu les entourer, il faut les accompagner, mais Bien sûr. il y a des structures pour ça. On l'a vu avec Hélène Marcelli. Bon. Oui. Qui ne sont pas forcément accessibles à tout le monde. D'abord parce que c'est pas des très grosses structures. Donc justement, j'en reviens tout à l'heure au discours que j'avais par rapport au programme officiel de l'Éducation nationale. Est-ce que c'est pas là aussi une grande percée à accomplir de manière informée? Là, Pierre, vous êtes en train de parler effectivement de prise en charge et financière et d'accompagnement, bien sûr. Il est vrai que, comme j'ai pu dire tout à l'heure, que le fonctionnement au potentiel ne relève pas de la psychiatrie, ne relève pas de la médecine. Donc du coup, effectivement, on échappe un petit peu à tout ce modèle de remboursement. Il existe des psychologues scolaires qui font passer le test WISC pour les enfants, et je crois que c'est gratuit. Ça peut se faire en ville auprès d'un psychologue spécialisé. Il y a aussi des établissements comme le CMP qui, à moindre coût, font passer ces tests-là. Mais c'est vrai qu'il y a tout un accompagnement qui n'est pas reconnu, et donc du coup qui ne rentre pas dans ce fonctionnement de remboursement. Donc effectivement, comme a pu le dire Hélène, qui est en recherche de financement pour son école, pour reconnaître les choses et pour que ce soit plus facile et accessible à tout le monde, il y a une grande percée à faire effectivement. Et pour cela, je pense que la sensibilisation est la meilleure chose. D'accord. Alors, là, on arrive presque à la fin de cette émission, parce qu'à la radio, le temps est compté. Donc, j'aimerais quand même qu'on en termine en donnant des points de rencontre, des jalons, des adresses pour les gens qui se posent des questions sur le sujet. Alors, des adresses, alors, le mieux pour les personnes qui pensent avoir un
assez déterminés. Il y a toute une littérature consacrée à ça. Si elles se sentent pas bien dans ce monde, si elles pensent être en décalage, si elles pensent penser différemment et qui ont des interactions sociales plutôt compliquées, donc ça c'est souvent les caractéristiques. Il est intéressant de s'adresser à des psychologues, des psychanalystes spécialisés, des accompagnants spécialisés dans le fonctionnement au potentiel. C'est sûr qu'une personne qui ne connaît pas ce fonctionnement-là, elle ne pourra pas aider. Tout simplement parce qu'elle ne connaîtra pas le fonctionnement et les caractéristiques. Voilà, moi aujourd'hui, effectivement, je forme des personnes spécialisées dans le fonctionnement potentiel pour pouvoir répondre à cette demande nouvelle et qui accompagne les personnes à pouvoir bien se vivre et à connaître leur fonctionnement. Donc des adresses, évidemment qu'il y en a plein, il y en a plein partout. À partir du moment où la personne se déclare être spécialiste du potentiel, je pense qu'il faut aller explorer. Il faut aller explorer ces pistes-là. Et Internet est très bien pour ça, pour trouver les bonnes informations concernant ce fonctionnement-là. D'accord, alors justement sur Internet, toi tu es présente, donc si on peut rappeler tes coordonnées là-dessus. Oui, alors moi je suis assez peu présent sur Internet. J'ai une page Facebook. Moi j'ai un cabinet qui s'appelle Le Réveil du Surdoué, qui est une page d'information concernant le fonctionnement au potentiel. C'est-à-dire je ne vais pas parler de caractéristiques parce que ça n'apporterait pas grand-chose dans le sens où, comme je disais, il y a toute une littérature consacrée à ça. Je viens surtout donner des pistes et des informations concernant le fonctionnement au potentiel. Bien sûr qu'on peut faire appel à moi pour l'accompagnement. Une chose est sûre, c'est que les enfants, il y a une façon d'accompagner les enfants. J'ai toujours considéré que si un enfant on l'accompagnait quand il est au potentiel et qu'il évoluait et qu'il rentrait chez lui sur un terreau de non-compréhension, eh ben, ça n'arrangerait pas son affaire. Donc moi j'accompagne surtout les parents à venir se découvrir eux-mêmes, parce que souvent et on constate quand il y a un enfant en potentiel, il y a au moins un des deux parents qui l'est et qui ne le sait pas souvent, parce qu'il le découvre par son enfant. Le fait de découvrir son haut potentiel, de comprendre son fonctionnement, c'est déjà être guide pour son enfant. Et ça permet, lui, qu'il se cale dans les sillons, finalement, du comportement parental, de la guidance parentale. Et c'est aussi toute la démarche que j'ai, c'est de laisser les enfants un petit peu tranquilles aussi. Ils ont leur vie, mais surtout d'être guide quand on est parent envers son enfant. Ouais. Alors, moi, personnellement, en préparant l'émission, je suis allé faire un petit tour sur le Réveil du Surdoué. Là, donc, c'est une page Facebook. Et Oui. effectivement, j'ai vu des publications qui sont en fait simplement des faits relatés, c'est-à-dire des attitudes, des choses comme ça, qui sont bon sur lesquelles tu ne t'étales pas en commentaire ou Dieu sait quoi. Mais par contre, j'ai lu les interactions avec les gens qui ont vu ces publications, et j'ai remarqué là qu'il y a énormément de gens qui te remercient en disant bah tiens, heureusement, je viens de voir ça, donc ça va, je suis pas le seul. Et il y a une forme d'isolement. Oui. Pardon, oui. Je t'en prie. Non, je disais, il y a aussi ressenti chez ces gens-là une certaine forme d'isolement, qui s'explique certainement par l'hypersensibilité qui les anime. Mais Alors, justement, il y a une forme d'isolement parce que c'est pas la majorité du monde aussi. C'est-à-dire que quand on ne se découvre pas, on ne sait pas qu'on l'est, donc on pense qu'on est comme tout le monde et on essaie de s'adapter. Et puis finalement, on se rend compte que dans notre entourage, il y a déjà des personnes au potentiel. Alors aujourd'hui, les chiffres officiels, je ne parle pas de parce qu'on ne parle pas des personnes qui ne se connaissent pas, les personnes qui font appel à la psychiatrie, c'est-à-dire la médicamentation et qui sont suivies par des psychiatres qui ne connaissent pas ce fonctionnement, des personnes qui vont très bien aussi. On est, alors sans compter toutes ces personnes-là, on est sur une échelle de, on dirait, 2,5%. Donc, deux ou trois personnes sur 100 personnes, effectivement, c'est parce qu'il y a plus commun. Donc, c'est un isolement, effectivement, parce qu'on ne se comprend pas, on ne comprend pas les autres. Et puis, on ne sait pas où, finalement, trouver une maison, entre guillemets, un fonctionnement commun. Donc, c'est la vocation, effectivement, de cette page informative, où, comme tu dis, je permets aux personnes de se poser des questions et je ne leur apporte pas des solutions. Ce sont des pistes uniquement de fonctionnement. Voilà.
Voilà. Eh bien, écoute, il me reste à te remercier parce que l'émission maintenant touche réellement à sa fin. Et j'espère que les gens en sauront un petit peu plus sur ce phénomène haut potentiel. Et on laissera de toute façon toutes les coordonnées nécessaires sur le site de Radio Flandre. Très bien, merci beaucoup Pierre d'avoir eu cette tribune parce que je crois que c'est important aujourd'hui pour ces personnes-là qui ne sont pas bien dans leur vie et qui ne se comprennent pas qu'aujourd'hui elles puissent trouver des solutions pour pouvoir bien se vivre. Merci à toi d'être ce médiateur. Et c'est nous qui te remercions. Allez, bonne route Cédric, et puis voilà, espérons qu'il fasse beau en Charente, là-bas où tu te situes. Oui, il fait très beau, merci beaucoup. Bonne journée à tous, au revoir. C'est parfait, au revoir. Radio Flandre, la radio qui nous ressemble. Qui nous ressemble.